Le kyste épidermoïde mérite une place et un module à part car il s'agit d'une lésion relativement fréquente en pratique quotidienne et qui compte pour près de 90% des kystes du tissu sous-cutané. Ces kystes se rencontrent en fait principalement de façon unique chez l'adulte sans prédominance de sexe ou d'âge. Les formes multiples existent, elles sont en fait rares et se découvriront en général pendant l'enfance dans un contexte de syndrome de Gardner par exemple. La localisation de ces kystes est en fait, disons-le tout de suite, éminemment variable. On les rencontrera tout autant sur la tête et le cou, sur les membres et sur le tronc. La série de Kim, comportant 79 cas, nous propose un aperçu très intéressant de ces localisations. Dans 15% des cas, les kystes siégeaient sur la tête et le cou, prédominamment sur les joues, mais également aux sourcils, autour de la lèvre et du nez, ou sur le front et le scalp. Dans 30% des cas, les lésions siégeaient sur le membre supérieur, avec une prédominance au niveau de la main et des doigts, en particulier dans 50% des cas, sur le bras dans 30% des cas, ou sur l'épaule dans 20% des cas. Dans des cas un peu plus rares, les lésions pouvaient siéger sur le dos dans 7,5% des cas, ou sur les fesses dans 15% des cas. Enfin, terminons par les localisations aux membres inférieurs, dans près de 20% des cas, avec, en proportion presque égale, une localisation à la jambe, mais également aux pieds, la plante des pieds pouvant être intéressée, nous le verrons. Pour être tout à fait complet sur ces localisations, précisons que les localisations scrotales existent. Il s'agit d'un autre chapitre que nous ne traiterons pas dans ce module dédié aux lésions de l'appareil locomoteur. Avant de nous intéresser à l'histologie de ces kystes, parlons brièvement des motifs de consultation et de la présentation clinique de ces kystes. Il s'agit en général d'une masse de croissance très lente qui pourra cliniquement, et c'est un point intéressant, être relativement dure dans près de 3/4 des cas. La masse sera beaucoup plus molle dans 29% des cas. Elle pourra alors être confondue très facilement cliniquement avec un lipome. Enfin, précisons que ces masses, et nous le verrons, peuvent s'inflammer, favorisant quelques douleurs, mais aussi une inflammation locorégionale rencontrée dans près de 10% des cas. Pour bien comprendre ce chapitre des kystes sous-cutanés, il convient de bien connaître l'histologie de la peau et du système pileux. La peau est constituée de 3 couches. Une première couche superficielle mesurant 3 à 6 mm, comportant l'épiderme de revêtement et le derme, tissu un peu plus dur et sous-jacent. En profondeur se trouve un tissu de soutien très riche en lobulation graisseuse, appelé tissu sous-cutané ou hypoderme. L'ensemble de ces 3 couches est traversé légèrement obliquement par un poil. Celui-ci se loge dans une gaine folliculaire qui comporte différents segments à connaître. Le segment le plus profond s'appelle le bulbe. Il accueille la matrice pilaire, c'est-à-dire le site de production du poil qui progressera de façon antérograde vers la surface. Un peu plus en surface, la gaine folliculaire comporte des cellules de revêtement internes, c'est-à-dire superficielles, et des cellules de revêtement externes, un peu plus périphériques, importantes à connaître, nous le verrons dans le prochain module. Enfin, près de la sortie, à l'ostium pilaire, se trouve un revêtement appelé infundibulum pilaire, également très important à connaître dans le présent chapitre. Nous allons y revenir dans un instant. Pour terminer, parlons de ces petites glandes attachées au système pileux que sont la glande sébacée très en surface à proximité du derme et la glande sudoripare un peu plus profondément située. Sur un plan physiopathologique et histologique maintenant, les kystes épidermoïdes siègent et naissent au niveau de l'infundibulum pilaire. Ce kyste épidermoïde résulterait de l'invagination au sein du système pileux et au niveau de l'infundibulum de tissu épidermique. Les origines sont multiples, 3 grands cadres existent. Le cadre congénital, on en a parlé, il est en fait assez rare. La deuxième hypothèse serait une hypothèse métaplasique, idiopathique, avec prolifération de la paroi infundibulaire en direction du système pileux à travers le derme et le tissu sous-cutané. Enfin, et c'est une constatation en fait assez fréquente, ces kystes épidermoïdes peuvent avoir une origine traumatique, soit par traumatisme accidentel, en particulier sur les mains et les pieds, soit sur des contextes post-opératoires. Il n'est pas rare et impossible de trouver ces kystes sur des cicatrices de chirurgie du sein notamment. Sur un plan histologique, maintenant, ces kystes ont une forme souvent ovalaire, orientée relativement parallèlement à la surface dermique. Leur taille est souvent relativement modeste, avec une moyenne à 22 mm, même si des cas de près de 8 cm ont déjà été rapportés. Au microscope, il existe bien
une paroi périphérique organisée de façon identique à celle de l'infundibulum folliculaire, un pertuis vers la surface et à travers le derme, étant possible et même tout à fait caractéristique tant en histologie qu'en imagerie comme nous le verrons. Pour être complet, parlons du contenu. Il peut s'agir d'un contenu relativement liquidien, mais qui comportera très volontiers une grande quantité de kératine qui s'organisera par petites strates et donnera d'ailleurs en imagerie des images relativement linéaires, voire en couches concentriques d'organisation relativement périphérique. Il est important de noter que cette formation kystique n'accueillera, en tout cas dans sa forme simple, jamais de vaisseau en son sein. Nous l'avons dit, nous venons de parler de la forme simple. Ces kystes épidermoïdes sont en surface, ils peuvent être traumatisés pour diverses raisons, nous le verrons. Ils vont alors se compliquer et notamment se rompre, les infections restent possibles. On constatera alors une déformation des contours qui seront volontiers polylobés, avec présence d'un tissu de granulation périphérique qui aura la capacité de se vasculariser très légèrement, tout comme le tissu environnant, irrité souvent par l'extrusion de liquide intrachystique vers le tissu sous-cutané. Cette connaissance des formes simples et compliquée avec rupture des kystes épidermoïdes est fondamentale pour bien en comprendre les images. En échographie, on retrouvera en effet une structure de forme ovalaire, de contours relativement lisses, avec une paroi périphérique, souvent hypoéchogène mais parfois un peu hyperéchogène, qui apparaît tout à fait nette dans près de 2/3 des cas. Dans toutes les séries disponibles, on convient que compte tenu de son caractère kystique et relativement homogène, un renforcement postérieur est présent dans 90% des cas. Qu'on se le dise, le contenu de ce kyste n'est en fait que très rarement anéchogène, il est en fait souvent échogène et finement hétérogène dans 90% des cas. Ce contenu est plus homogène dans des cas rares et anéchogène, on l'a dit, dans seulement 4% des cas. Enfin, c'est un point que nous avons déjà abordé et qui est tout à fait fondamental, il n'y a pas de raison d'avoir une vascularisation interne dans un kyste épidermoïde dans sa forme simple. Pour être tout à fait complet, précisons que dans une volumineuse série en échographie, Wang constatait un aspect finement homogène de ce kyste dans près de 62% des cas et proposait la description intéressante et mémotechnique de pseudotestis. Dans les autres cas, l'auteur constatait un aspect ovoïde et hétérogène dans 15% des cas, lobulé et hypoéchogène dans 3% des cas, complexe tissulaire et kystique dans 3% des cas, ovalaire avec architecture concentrique dans 4% des cas, rendant compte de l'hétérogénéité d'aspect néanmoins de ces kystes épidermoïdes. Passons maintenant aux exemples d'échographie de ce kyste épidermoïde chez ce patient de 43 ans, porteur d'une masse sous-cutanée fermée ancienne du dos. Lorsque vous posez la sonde, vous tombez bien sur une image ovalaire du tissu sous-cutané, orienté parallèlement à la peau et dont le contenu est finement hétérogène. Lorsque vous placez du Doppler couleur sur cette lésion, eh bien, il n'existe aucune vascularisation, ni périphérique, mais surtout, ni centrale. Mais vous pourrez aller plus loin pour affirmer l'existence d'un kyste épidermoïde sur quelques critères spécifiques et plus ou moins sensibles. Le premier critère, très spécifique de kyste épidermoïde, consiste à repérer des lamelles de kératine qui seront volontiers linéaires et d'organisation parfois concentrique au sein de votre kyste. Si l'on regarde ce patient porteur d'une masse sous-cutanée de l'avant-bras, lorsque vous posez la sonde, vous allez bien trouver une image relativement ovalaire, avec une paroi périphérique tout à fait nette et épaisse, hypoéchogène comme on le voit ici, tandis que à l'intérieur, le contenu est hétérogène et comporte bien un grand nombre d'images linéaires, soit isolées, soit d'organisation relativement concentrique, correspondant à ces couches concentriques de lamelles de kératine. Encore une fois, en Doppler couleur, rien ne se passe à l'intérieur de la lésion. Le deuxième signe extrêmement spécifique, et en fait encore plus fréquemment rencontré dans la série de Malgame, c'est l'amincissement dermique focal de plus de 50% en regard de la lésion. On le voit ici, le derme est épais comme ceci à distance de la lésion, mais en face, la lésion empiète véritablement dessus, ce qui suggère son origine à ce niveau. C'est un fait très important et qui, pour cet auteur, nécessite de mettre du gel en grande quantité sur la peau pour ne pas appuyer et ne pas risquer de créer cette image en appuyant et en écrasant sur le derme. C'est ce que nous n'avions pas fait d'ailleurs le jour de l'examen de ce patient. Dernier signe extrêmement spécifique, encore une fois selon Malgame, de l'origine dermique
de notre lésion, c'est l'existence d'un petit pertuis focal bien connu des histologistes et qui correspond en fait à l'empreinte du follicule pileux. Ce signe est très intéressant mais malheureusement ne se rencontre que chez un patient sur 5 environ. Au total, souvenons-nous bien de ces 3 signes relativement spécifiques de l'origine dermique de la lésion que sont la présence de lamelles de kératine, la présence d'un amincissement dermique supérieur à 50% et la présence d'un pertuis à travers le derme. Voici l'exemple d'un autre patient, avec ici un amincissement du derme relativement modeste, mais en revanche la présence d'un pertuis tout à fait caractéristique et qui nous signe le diagnostic associé aux autres signes précédemment décrits. Mais on l'a dit, ces kystes ne siègent pas seulement sur la peau glabre, mais aussi sur les membres et même sur les extrémités. Voici le cas d'un patient de 52 ans présentant une masse indolore du doigt depuis quelques années. Lorsque vous analysez cette image, vous avez bien un contenu finement hétérogène, une paroi périphérique hypoécogène bien limitée, une absence totale de vascularisation périphérique. Et si vous aviez un doute sur la position sous-cutanée de cette masse, eh bien vous pouviez appuyer dessus avec votre sonde pour montrer que cette lésion se mobilise bien par rapport au plan profond et à l'appareil capsulo-ligamentaire des doigts. Nous remonterons cette vidéo. Il existe bien un glissement de l'un sur l'autre. Cette lésion est donc exclusivement sous-cutanée. Très brièvement, devant la présence d'une masse manifestement sous-cutanée de la peau, l'échographie est proposée. Certains auteurs se sont intéressés à la performance de l'échographie. La performance, au moins dans cette série, était de 100% de sensibilité et spécificité pour le lipome, de 90% de sensibilité et de spécificité pour le kyste épidermoïde. Nous sommes donc relativement bons en utilisant les critères précédemment décrits, tandis que pour être complet, le pilomatricome avait une échographie très spécifique, mais d'une sensibilité un peu incomplète. Nous venons d'évoquer la forme classique, mais précisons qu'une forme compliquée, avec rupture du kyste ou inflammation, se rencontre dans près de 10% des cas. Voici donc l'aspect des formes simples, mais rappelons que des formes compliquées, un peu plus difficiles en imagerie, peuvent se rencontrer dans près de 10% des cas. Elles résultent souvent d'une rupture avec déformation du kyste, voire plus rarement d'une infection. Dans ce contexte, ce joli kyste ovalaire va se modifier, ses contours vont volontiers devenir polylobés, tandis qu'il prendra une forme relativement aplatie, voire en bissac dans certains cas. De façon intéressante, l'issue de liquide kystique dans le tissu sous-cutané favorisera une inflammation périphérique avec vascularisation du tissu sous-cutané environnant, voire de la coque périphérique, mais attention, une vascularisation interne restera tout à fait exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, ces lésions pourront chez un imageur peu expérimenté évoquer une infection ou un contexte tumoral. Pour s'en sortir, se rassurer et poser le bon diagnostic, il faudra un peu d'expérience, connaître les localisations les plus fréquentes de ces kystes compliqués et rechercher des signes spécifiques, on l'a dit, que sont l'attachement dermique, la présence d'un pertuis ou l'organisation concentrique du contenu. On vient de le dire, les localisations sont en fait extrêmement typiques. Dans une série de 13 cas proposés par Jean, la plante des pieds était concernée dans 6 cas, et la fesse dans 3 cas. Le point commun entre ces deux localisations, c'est que ce sont des endroits où il existe une pression dans la vie de tous les jours, soit parce que l'on marche sur ses pieds, soit parce que l'on s'assoit sur ses fesses. Ces kystes se trouvent traumatisés, se percent, se déforment, le liquide sort et l'inflammation s'installe. Voici l'exemple d'une jeune patiente de 32 ans qui connaissait de longue date l'existence d'une tuméfaction plantaire en regard du premier interligne métatarsophalyngien. Cette tuméfaction s'est récemment modifiée, elle a grossi, elle est devenue légèrement douloureuse. Lorsque vous placez votre sonde sur cette image, vous trouverez une structure en bissac à contours irréguliers, mais vous reconnaîtrez l'existence d'une coque périphérique relativement caractéristique. Cette lésion, d'ailleurs, est bien sous-cutanée, elle coulisse, elle glisse sur le plan capsulo-ligamentaire profond. Notons que nous sommes bien en face des sésamoïdes. Le problème posé chez cette patiente est qu'il existait en Doppler couleur une hypervascularisation périphérique, mais également centrale. Or, on a dit que ce point doit inquiéter jusqu'à preuve du contraire. Nous nous étions en fait relativement rassurés du fait d'un aspect caractéristique en bissac et de la présence d'images linéaires internes relativement caractéristiques. Il n'existait pas ici d'amincissement du tissu dermique ou de pertuis transdermique. La patiente a donc bénéficié d'une IRM que nous allons montrer dans quelques instants. Voici l'exemple d'un autre patient, 74 ans, qui se présente aux urgences avec une masse
molle du dos ancienne, mais actuellement très inflammatoire. Lorsque vous passez votre sonde dessus, eh bien vous trouvez une image à coque périphérique, probablement en Bissac, au sein du tissu sous-cutané, et qui présente en son sein quelques échos internes et linéaires. L'âge, la position sous-cutanée au milieu du dos nous évoquait en première hypothèse un kyste épidermoïde inflammatoire. Quelle peut être la contribution des autres modalités? Eh bien, celle de la radiographie est en fait très faible. Vous noterez une masse dense qui ne sera en fait jamais calcifiée. Voici un exemple au niveau du doigt. Précisons qu'à ce niveau, ces kystes ont la particularité, dans certains cas, et en particulier sur les houppes phalangiennes, de pouvoir pénétrer l'os pour donner ces images tout à fait caractéristiques et nombreuses dans les livres de lacunes distales des phalanges qui doit faire évoquer le diagnostic de kyste épidermoïde sans omettre la possibilité d'une ostéomyélite. Qu'en est-il maintenant de la place de l'IRM dans l'analyse d'un kyste épidermoïde? Cette place est en fait extrêmement faible dès lors qu'une échographie caractéristique a été faite associant une coque hypoéchogène périphérique, des images lamellaires internes et un empiètement sur le derme. Toutefois, chez ce patient, voici une corrélation. Nous montrons bien une image intra-hypodermique qui empiète en surface sur le derme, voire sur l'épiderme. Le signal de ces lésions est celui du liquide, faible ou intermédiaire en pondération T1. En pondération T2, il est volontiers hyperéchogène, mais peut être de signal un peu plus faible compte tenu d'un liquide vieilli avec un aspect en cible rencontré dans 11% des cas. La prise de contraste doit toujours être fine et périphérique dans la forme simple. Notons enfin que dans près d'un cas sur deux, des petits débris de déclive sont décrits par certains auteurs. Chez ce patient, nous l'avons montré par une flèche, la cerise sur le gâteau était la présence d'un pertuis intradermique tout à fait caractéristique et visible sur toutes les séquences. Voici, pour aller un peu plus loin, la contribution de l'IRM dans l'analyse de ce kyste épidermique d'une houppe du pouce qui nous montrera bien une image de signal élevé en densité de protons avec des petits débris linéaires. D'ailleurs, une image de signal faible en pondération T1 et une prise de contraste fine et périphérique après injection de produits de contraste. Dans les formes compliquées, l'IRM va en fait retrouver exactement la même chose qu'en échographie, puisqu'elle montrera par exemple chez cette jeune patiente porteuse d'un kyste compliqué du premier rayon, une image polylobée avec infiltration de la graisse périphérique en pondération T1, un contenu kystique à composante élevée en pondération T2. Notons une image concentrique de signal faible correspondant à des lamelles de kératine, tandis qu'après injection, eh bien, il peut y avoir une prise de contraste un peu plus épaisse, une prise de contraste de septa interne à la lésion, ou une prise de contraste du tissu sous-cutané environnant qui est inflammatoire. Ceci est décrit dans la série de Hang. Voici donc pour l'aspect échographique et IRM des formes simples et compliquées de kyste épidermoïde. Attention, il existe dans l'analyse d'une tumeur du tissu sous-cutané des drapeaux rouges à connaître pour ne pas porter à tort le diagnostic facile de kyste épidermoïde. N'oublions jamais que d'autres diagnostics sont possibles, d'autres diagnostics de bénignité, et nous évoquerons quelques kystes sous-cutanés d'autres natures dans le module à venir. Mais d'autres diagnostics, beaucoup plus graves, peuvent se rencontrer comme des métastases, en particulier des métastases de mélanome dont on connaît le tropisme pour le tissu sous-cutané, ou, sachons-le, des sarcomes superficiels qui sont très rares, représentent 1% des sarcomes et ont bénéficié d'un éclairage tout à fait intéressant dans un bel article de Skeletal Radiology de Mélanie Morel et dont nous reparlerons dans le tout dernier module de la version longue de ce parcours. Mais quels sont les drapeaux rouges dont nous parlions et qui pourront évoquer devant une lésion du tissu sous-cutané une lésion agressive? Le contexte tumoral tout d'abord, en particulier celui d'un mélanome sur le segment de membre considéré. Deuxième drapeau rouge, une progression clinique rapide selon le patient. Troisième drapeau rouge, des contours irréguliers qui sont atypiques pour la forme simple de kyste épidermoïde. Le quatrième drapeau rouge à connaître, et nous ne cesserons de le répéter, c'est la vascularisation centrale ou interne à la lésion en Doppler couleur qui ne doit pas être présente dans une grande majorité des kystes épidermoïdes. Voici l'illustration d'un patient porteur d'un mélanome opéré dans le passé et qui voit apparaître un peu à distance, sur le même segment de membre, une tuméfaction de croissance relativement rapide. Lorsque vous posez la sonde, vous constatez une lésion hypoéchogène à contour très irrégulier, manifestement infiltrante, et lorsque vous mettez le Doppler couleur, eh bien vous allez
Répondre de cette règle est qu'une lésion vascularisée du tissu sous-cutané n'est pas bénigne jusqu'à preuve du contraire. Vous allez alerter l'équipe de dermatologie et procéder à un prélèvement qui confirmera malheureusement le diagnostic de métastase à distance du site opératoire. Il faudra donc, devant tout doute clinique, envoyer notre patient rapidement à un dermatologue ou à un chirurgien spécialisé dans les tumeurs sous-cutanées. Terminons par un autre exemple d'un homme de 79 ans qui présente une masse sous-cutanée de l'hypochondre très superficielle, évoluant depuis déjà quelques mois. Lorsque vous faites votre échographie, vous tombez sur une image qui pourrait ressembler effectivement à un pseudo-testis bilobé, pourquoi pas résultant d'une rupture avec apparition d'une lésion fille au contact, la paroi périphérique reste relativement fine. Cet aspect peut pourquoi pas évoquer un kyste épidermoïde. Mais là où vous sortez le drapeau rouge, c'est quand vous faites du Doppler et que vous trouvez une hypervascularisation interne qui à juste titre va vous inquiéter. Une IRM confirmera cette prise de contraste. Il s'agira d'un carcinome à cellules de Merkel, forme rare de tumeurs malignes sous-cutanées, et vous aurez parfaitement joué votre rôle en dépistant ce diagnostic de gravité par l'application de règles très simples à connaître. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que le kyste épidermoïde est la tumeur kystique sous-cutanée la plus fréquente. Le second point fort à connaître est que son origine dermique peut être suspectée, voire affirmée, devant la présence d'un pertuis, très spécifique mais rare, ou d'un amincissement du derme supérieur à 50%, beaucoup plus fréquent. Le troisième point fort à retenir est que toute lésion du tissu sous-cutané échogène avec vascularisation interne n'est pas bénigne jusqu'à preuve du contraire et devra bénéficier rapidement d'un avis spécialisé. Dans le prochain module, nous nous intéresserons à la physiopathologie et à la cellulogie de quelques autres kystes sous-cutanés à connaître en pratique quotidienne. Je vous remercie de votre attention.